Salut tout le monde, alors j'ai remarqué qu'il y avait une énorme incompréhension sur ce qu'est vraiment le market timing. J'ai assez souvent été accusé d'être coupable de market timing dans mes commentaires, parce que j'investis pas forcément tous les mois, j'investis pas de manière régulière, et ça me dérange pas de rester, je peux rester parfois quelques mois sans investir, et ensuite investir l'équivalent de plusieurs mois d'épargne en une seule fois. Et c'est aussi une incompréhension que j'ai remarqué dans les sections commentaires d'autres personnes, et aussi même hors de la francophonie, sur des contenus anglophones. Et donc, je ne sais pas comment a pu se répandre à ce point cette incompréhension, mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais au moins essayer de sauver la francophonie. Donc, cette incompréhension, elle part d'une opposition qui est faite entre le fait d'investir tous les mois et le fait de faire du market timing, comme si c'était deux choses opposées. Le problème, et puis qui aussi inclut tous les cas possibles, hein, c'est soit tu investis tous les mois ou toutes les semaines, soit tu fais du market timing. Le problème, c'est que cette opposition de départ, elle n'a pas de sens en fait. Il y a pas d'opposition entre le fait d'investir tous les mois et faire du market timing. C'est dans le sens où c'est deux choses qui ne sont pas sur le même plan, puisqu'on peut investir de manière irrégulière sans faire du market timing. Donc concrètement, qu'est-ce que le market timing? On va prendre des exemples. Le market timing, c'est par exemple se dire la Fed vient d'augmenter les taux, donc le marché va baisser, donc je vends mes actions. C'est se dire, à l'inverse, par exemple, la Fed vient de baisser les taux, donc les actions vont monter, donc j'achète massivement des ETF S&P 500. Ça peut aussi être vendre ses actions parce que quelque chose nous fait penser qu'il va y avoir un crack. Ça peut aussi être refuser d'acheter des actions parce qu'on pense que le marché va baisser. Et là, la partie de la phrase qui est après le parce que est très importante parce que le motif de pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est très important dans si on peut qualifier quelque chose de market timing ou non. Donc ne pas acheter pendant plusieurs mois parce qu'on pense que le marché va baisser. Là, dans ce cas-là, c'est faire du market timing, puisqu'on fait un pari sur le marché, et parce qu'il y a aussi cette notion de timing, donc une temporalité plutôt à court terme dans le cas de ce qu'on appelle le market timing. Et ça peut aussi être vendre une action après une forte hausse, parce qu'on se dit, elle a tellement monté qu'elle doit forcément redescendre. Et à l'inverse, ça peut aussi être acheter une action ou acheter le S&P 500 parce qu'il a énormément chuté, juste parce qu'il a chuté. C'est-à-dire que c'est le mouvement qui crée la décision, et non pas un avis sur les fondamentaux. Donc le market timing, on voit que c'est quelque chose en fait de spéculatif. On essaye de deviner ou d'anticiper les mouvements à court terme d'une action ou d'un groupe d'actions. Donc ça, c'est le market timing, et maintenant on va voir ce que n'est pas le market timing. Et ne pas investir parce qu'à un instant T, on ne trouve aucune action qui soit à un prix inférieur à la valeur intrinsèque qu'on a estimée. Ce n'est pas faire du market timing. Et on en vient même à la définition même, en fait, à l'essence de l'investissement, qui est acheter quelque chose pour moins que ce que ça vaut. Donc ce qu'on pourrait appeler le value investing, donc value pour valeur, sauf qu'en réalité on peut enlever le value, c'est juste tout investissement, c'est du value investing. Même quelqu'un qui se définirait comme un investisseur croissance, en fait il va acheter une action quand il considère qu'elle va croître plus vite que ce que les autres investisseurs anticipent. Donc en faisant ça, il estime que l'action aujourd'hui est moins chère que ce qu'elle vaut, puisque les gens sous-estiment sa croissance future. Donc la croissance fait partie l'estimation de la croissance future fait partie de l'estimation de la valeur actuelle de l'action. Donc en réalité, qu'on se dise quality investor, qu'on se dise growth investor ou qu'on se dise value investor, on est tous on fait tous attention à la valeur de ce qu'on achète. Et comme tout investissement bien fait, c'est du value investing, on peut juste enlever le value et juste dire qu'on fait de l'investissement, en n'oubliant jamais de faire attention à la valeur réelle de ce qu'on achète. Et donc quand on comprend que l'investissement c'est ça, eh ben on peut se retrouver dans des situations parfois où parmi les actions qu'on connaît et qu'on comprend, on peut estimer qu'à un instant T, aucune n'est proposée à un prix qu'on estime inférieur à la valeur intrinsèque qu'on a estimée. Ensuite se pose la question de est-ce qu'on s'est trompé sur l'estimation de cette valeur intrinsèque? Peut-être qu'on l'a sous-estimée. Est-ce qu'il n'existe pas d'autres actions dont on n'a pas connaissance ou dont on s'est trompé sur l'analyse qui en fait pourraient entrer dans notre watchlist et qui peut-être elles sont sous-évaluées? Ça peut être, mais si à la fin de cette réflexion-là, on conclut toujours que parmi les actions qu'on est prêt à acheter, aucune aujourd'hui n'est proposée à un prix suffisamment intéressant, et bien à ce moment-là, ça n'aurait aucun sens de se forcer à investir dans quelque chose qui, selon nous, va nous rapporter moins que ce qu'on a envie de gagner, voire même qu'on pense qu'il va nous faire perdre de l'argent, ou en tout cas qui va nous faire sous-performer. Ça, c'est vraiment un des principes fondamentaux de base de l'investissement, et que d'ailleurs Warren Buffett a rappelé là au tout dernier meeting annuel de Berkshire Hathaway de 2025. On lui a demandé, donc on lui a fait une remarque sur tout le cash que Berkshire Hathaway a, donc 330 milliards, quelque chose comme ça, et on lui demande pourquoi est-ce que vous l'investissez pas, est-ce que c'est pas un coup d'opportunité, etc. Et il répond que l'investissement c'est une activité irrégulière par nature, et que les opportunités
des opportunités équivalentes ne se présentent pas tout le temps, et que même les excellentes opportunités se présentent très rarement, mais que quand elles se présentent, il faut être prêt à les saisir. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont... C'est en partie à ça qu'ils doivent leur succès. Et il dit que s'ils se mettaient un objectif de rythme d'investissement de 50 milliards par an par exemple, ce serait complètement stupide et ça n'aurait aucun sens et ce serait en fait dilapider le capital de l'entreprise et ce serait néfaste pour Berkshire Hathaway et pour les actionnaires. Et donc tout comme à certains moments ça peut être le bon choix de ne pas investir parce qu'on estime qu'il n'y a rien de suffisamment intéressant qui se présente, dans d'autres situations ça va être au contraire le bon choix d'investir beaucoup plus que ce qu'on peut épargner en un seul mois. On peut très bien ne pas investir pendant 6 mois, mais à un moment donné voir une grosse opportunité et investir ces 6 mois d'épargne en un mois. Et ça pourrait être une meilleure décision que d'avoir investi régulièrement à des valorisations qui étaient au final pas intéressantes, quoi. Donc j'espère vraiment que mes explications étaient claires sur ce qu'est le market timing, ce qui n'est pas le market timing et même ce qu'est l'investissement, pour que plus personne, en tout cas plus personne qui voit cette vidéo ne fasse cette confusion. Et d'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui aurait peut-être besoin de voir cette vidéo et qui a une vision erronée de ce qu'est le market timing, et bah n'hésitez pas à lui envoyer pour m'aider à sauver l'humanité ou en tout cas la francophonie. Et puis si vous voulez recevoir ma checklist que j'utilise pour sélectionner les actions dans lesquelles j'investis, vous avez le lien en description et qui s'affiche sur le bouton au milieu de l'écran. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!